Un cheval sauvage était enchaîné. Son arrogant propriétaire lança un défi impossible, 10 millions à quiconque réussirait à le monter. Quand personne n'osa s'avancer, une orpheline de seulement 12 ans fit un pas en avant. Ce qui se passa ensuite ne fut pas simplement un défi, mais un événement si impressionnant qu'il laissa tout sans voix. Le grincement du portail métallique du enclos brisa le silence de l'après-midi. Tout le village savait que là-dedans se trouvait l'animal que personne n'osait approcher depuis longtemps. Un cheval noir, enchaîné par les pattes avant, le museau marqué au fer. Un simple hennissement suffisait à faire fuir les enfants derrière les murs fissurés de la place. Marina, maigre, pieds nus et portant un seau d'eau, s'arrêta devant la barrière. Elle ne cligna pas des yeux quand le cheval frappa violemment le sol, soulevant un nuage de poussière. Son regard n'était pas défi, mais question. « Ne t'approche pas, gamine !» cria un ouvrier en secouant sa casquette. Cet animal ne pardonne pas. Marina continua son chemin sans répondre. Elle remit le seau à Lourdes, la vétérinaire, une femme d'âge moyen qui tentait de nourrir les chiens abandonnés. En échange, Marina recevait un petit sac de croquettes qu'elle distribuait aux animaux maigres qui la suivaient dans les ruelles. À l'orphelinat municipal, son petit frère Diego, âgé de 7 ans, l'attendait. Le directeur avait été clair. Sans tuteur ou sans argent, l'enfant ne sortirait pas, Marina le savait, mais chaque nuit, elle répétait sa promesse « Je te sortirai d'ici ». Cette semaine-là, Don Hilario, le propriétaire de la hacienda, organisa une vente de bétail sur la place centrale. Chapeau blanc sur la tête et bottes brillantes, il circulait parmi les invités, montrant son autorité. Lorsque quelques activistes locaux dénoncèrent les chaînes du cheval, il se moqua ouvertement. « Vous voulez parler de maltraitance ?» tonna sa voix. 10 millions pour quiconque réussira à monter ce cheval. L'annonce fit l'effet d'un coup de tonnerre. Rire, pari improvisé, téléphone levé pour filmer, personne ne bougea. Marina, au fond de la foule, serra les poings. Ce chiffre n'était pas juste un nombre, c'était la liberté pour Diego, la nourriture assurée et un toit digne pour elle et son frère. Sans s'en rendre compte, elle s'avança et se plaça face à tous. « Je vais essayer », dit-elle d'une voix ferme, bien que son cœur tremblât. Les murmures de la foule s'intensifièrent. Certains rirent, d'autres se prirent la tête entre les mains. Lourdes tenta de la retenir par le bras. « Marina, ne fais pas ça, ce cheval est dangereux », murmura-t-elle. Le contremaître, robuste et moustachu, siffla moqueusement. « Vous avez entendu ? La petite orpheline veut se mettre en danger pour 10 millions. » Don Hilario, au lieu de nier, ajusta son chapeau et leva la main. « Très bien, tous sont témoins. Dans une semaine, la jeune fille aura sa chance. Si elle réussit à monter, l'argent sera pour elle. » La foule éclata en cris et paris. Certains demandèrent d'annuler ce défi insensé, d'autres comptaient déjà leur gain potentiel. Le chef souriait, satisfait. Il avait à la fois fait taire ses détracteurs et diverti le village. Marina ne recula pas. Ses genoux tremblaient, mais son regard resta fixé sur le cheval. De l'autre côté, l'animal hennit avec fureur, secouant ses chaînes. Dans ses yeux sombres, il n'y avait pas que de la violence, mais aussi de la douleur. Cette nuit-là, la nouvelle se répandit dans tout le village. Dans les bars, on pariait des maisons, des récoltes, même des véhicules sur la réussite ou l'échec de Marina. À l'orphelinat, Diego pleura en entendant les rumeurs. « Tu vas vraiment le faire, sœur ?» Marina le serra dans ses bras. « Je le ferai pour toi. » Le compte à rebours commença. Une semaine pour affronter non seulement le cheval enchaîné, mais aussi le pouvoir du propriétaire et le regard méprisant du village entier. Les jours suivants, les préparatifs et les murmures remplirent la place. Le cheval fut montré à Marina, immense, noir, musclé, les chaînes résonnant à chaque mouvement. Ses yeux injectés de sang et son dos marqué par d'anciennes blessures impressionnaient même les adultes les plus courageux. Marina observa attentivement, percevant sous la fureur du cheval un signe de douleur, un appel silencieux que personne d'autre ne remarquait. Elle comprit qu'il ne s'agissait pas seulement d'un défi de courage, mais aussi de respect envers l'animal. Le jour du défi arriva. Marina, petite et déterminée, se plaça devant le cheval et le propriétaire. La foule retint son souffle. Tout le village était témoin, les paris faits, les téléphones pointés. Marina monta en selle, le cœur battant, concentrée sur l'animal et sur la promesse faite à Diego. Ce récit devient le témoignage de son courage, de sa détermination et de son intelligence.
Non seulement elle affronta un cheval sauvage, mais elle affronta aussi l'injustice, la peur et le regard de tout un village. Il réclamait l'intervention du gouvernement. D'autres traitaient l'affaire comme un spectacle pittoresque, presque comme un divertissement national. La place du village, normalement silencieuse après la tombée de la nuit, s'était remplie de camionnettes équipées d'antennes et de journalistes en quête de témoignages. Les habitants, divisés, donnaient des opinions contradictoires face aux caméras. « Cet homme a toujours été ainsi, il pense que tout s'achète », déclarait une femme âgée avec indignation. « Mais 10 millions, c'est 10 millions. Si la fillette réussit, qu'on les lui donne », répondit un autre en haussant les épaules. Les réseaux sociaux se polarisaient avec la même intensité. D'un côté, ceux qui demandaient de protéger Marina, rappelant qu'elle n'était qu'une enfant. De l'autre, ceux qui la qualifiaient de courageuse et faisaient d'elle un symbole de résistance face à l'arrogance du propriétaire. Le hashtag La fille et le cheval devint rapidement tendance nationale. En moins de 24 heures, à l'exploitation, dont Hilario observait l'agitation depuis son bureau avec un sourire en coin. Chaque critique était pour lui une victoire. Plus on parlait du défi, plus son image d'homme impitoyable grandissait. « Qu'ils disent ce qu'ils veulent », murmura-t-il à son secrétaire. « Tous viendront voir si c'est un échec ou un succès. » Au final, le nom d'Hilario Gutiérrez sera connu dans tout l'État. Le contremaître à ses côtés riait doucement. L'enfant ne tiendra pas le coup, la bête la projette avant même qu'elle ne s'installe correctement. Le propriétaire le regarda sérieusement. « Assure-toi que le cheval soit prêt. Qu'il n'y ait aucun doute, il est indomptable. » Pendant ce temps, à la petite clinique de Lourdes, la vétérinaire Marina aidait à remplir des seaux d'eau pour les chiens errants. Les flashs des photographes passaient par la fenêtre. Elle tentait de les ignorer, mais la pression était palpable. « Marina, écoute », dit Lourdes d'une voix grave. « Cela devient un scandale. Ce n'est plus juste un défi local, c'est désormais un problème légal. » Le conseil tutélaire intervient. « Vont-ils l'arrêter ?» demanda la fillette avec une lueur d'espoir. Lourdes hésita. « Ils veulent te protéger, mais le propriétaire a de l'argent, des avocats et de l'influence. Il prétend que tout sera légal car tu as accepté, et beaucoup pensent que si tu gagnes, on ne pourra pas te refuser la récompense. » Marina serra les lèvres. « Je ne reviendrai pas sur ma décision. » Lourdes la regarda avec inquiétude. « Tu es une enfant. Tu n'as pas à porter ça. » « Diego est toujours dans ce refuge, » répondit Marina avec fermeté. « Personne d'autre ne le sortira. » L'écho de sa voix se mêla aux aboiements des chiens. Lourdes comprit qu'aucune parole ne la ferait changer d'avis. Cette même après-midi, un groupe de fonctionnaires arriva au village. Le conseil tutélaire convoqua le propriétaire à une réunion d'urgence à la mairie. Journalistes et curieux s'amassèrent à l'entrée. Dont Hilario apparut impeccable, costume clair et chapeau neuf, affichant un sourire provocateur face aux caméras. « Que répondez-vous aux accusations d'exploitation d'enfants » demanda une journaliste. « Je réponds que personne n'est forcé ici », éleva-t-il la voix. « Cette fille est venue seule et a accepté le défi. Je ne fais que tenir ma parole. » Les flashs crépitaient tandis que sa figure d'homme dur se renforçait. Pour ses partisans, il était le symbole du propriétaire inflexible, pour ses détracteurs, l'incarnation de l'abus de pouvoir. Les autorités le pressaient. « Vous mettez en danger la vie d'une mineure », disait une conseillère. « Non, messieurs, répliqua-t-il calmement. J'offre une opportunité, 10 millions à qui osera. Si elle échoue, ce ne sera pas ma faute. » Les discussions furent vives, mais aucune décision définitive ne fut prise. Les lois étaient ambiguës et l'influence du propriétaire trop forte. L'accord fut que la présence d'inspecteurs garantirait que l'événement se déroule dans des conditions minimales de sécurité. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Sur les réseaux sociaux, les commentaires affluaient. Indignation pour certains, fascination pour d'autres. Marina, malgré elle, devenait le centre d'une bataille médiatique. Cette nuit-là, les caméras campaient dans les rues du village. Les voisins offraient tamal et café en échange d'interviews. L'ambiance était celle d'une fête, mais avec un arrière-plan sombre. Tous attendaient le dénouement d'un spectacle où la vie d'une fillette était en jeu. Au refuge, Diego pleurait caché sous une couverture. « Je ne veux pas que tu te fasses mal, sœur », murmura-t-il lorsque Marina vint le voir. Elle lui prit la main avec douceur. « Je ne vais pas mourir. »
Je vais leur montrer que ce cheval n'est pas dangereux. Et si tu n'y arrives pas? Marina resta silencieuse quelques secondes. Alors au moins, ils sauront que j'ai essayé. Les jours passaient, la tension montait et l'événement approchait. Marina affrontait la peur et la honte, mais restait déterminée. Lourdes la soutenait, veillant à ce que tout se passe dans des conditions justes et sécurisées. Le défi devint une question d'honneur et de dignité. Lorsque Marina imposa ses conditions, 7 jours d'observation avec la vétérinaire, équipement sécurisé, présence d'autorité et absence de chaîne ou frein défectueux, même le propriétaire, surpris, dut céder. La fillette venait de transformer sa vulnérabilité en force et respect. Les 7 jours suivants furent un affrontement silencieux entre la volonté de Marina et les tentatives du contremaître de rendre le cheval incontrôlable. La fillette avançait avec prudence, détermination et courage, soutenue par Lourdes et les yeux attentifs des inspecteurs. Peu à peu, Marina se préparait non seulement à monter le cheval, mais aussi à affronter l'injustice et l'arrogance qui l'entouraient. Le village était en effervescence. Certains exigeaient l'intervention du gouvernement, tandis que d'autres traitaient l'affaire comme un spectacle pittoresque, presque un divertissement national. La place, habituellement silencieuse après le coucher du soleil, s'était réveillée envahie de camionnettes avec antennes et de journalistes cherchant des témoignages. Les habitants, divisés, donnaient des avis contradictoires devant les caméras. « Cet homme a toujours été ainsi et pense que tout se règle avec de l'argent », disait une femme âgée indignée. « Mais 10 millions restent 10 millions. Si la jeune fille y parvient, qu'on les lui donne », répondit un autre, haussant les épaules. Les réseaux sociaux se polarisaient avec la même intensité. D'un côté, ceux qui demandaient de protéger Marina, rappelant qu'elle était encore une enfant, de l'autre, ceux qui la qualifiaient de courageuse, la transformant en symbole de résistance contre l'arrogance du propriétaire. L'étiquette « la fille et le cheval » devint rapidement une tendance nationale. À la hacienda, dont Hilario observait le tumulte depuis son bureau avec un sourire en coin. Chaque critique renforçait son image d'homme impitoyable. Qu'ils disent ce qu'ils veulent, commenta-t-il à son secrétaire. Tous viendront voir si je réussis ou échoue. Mon nom restera gravé dans tout l'État. À ses côtés, le contremaître riait, convaincu que la jeune fille ne tiendrait pas face au cheval indomptable. Don Hilario lui ordonna de s'assurer que le cheval soit prêt, sans laisser aucun doute sur sa puissance. Pendant ce temps, à la petite clinique de Lourdes, Marina, la vétérinaire, aidait à remplir des seaux d'eau pour les chiens errants, tentant d'ignorer les flashs des journalistes qui se pressaient à la fenêtre. « Marina, écoute », dit Lourdes d'une voix grave. « Cela devient un scandale. Ce n'est plus seulement un défi de village, c'est un enjeu légal. Le conseil tutélaire intervient. » La fillette, avec une lueur d'espoir, demanda si le propriétaire serait arrêté. Lourdes hésita. Ils veulent te protéger, mais le propriétaire a de l'argent, des avocats et des influences. Il affirme que tout sera légal puisque tu as accepté, et beaucoup pensent que si tu réussis, on ne pourra pas lui refuser le prix. Marina serra les lèvres. « Je ne reculerai pas », Lourdes la regarda, désespérée. « Tu es une enfant. Tu n'as pas à porter ce fardeau. » Marina répondit fermement. « Diego est toujours dans ce refuge. Personne d'autre ne le sortira. » Cette même après-midi, un groupe de fonctionnaires arriva au village. Le conseil tutélaire convoqua le propriétaire à une réunion d'urgence au palais municipal, où journalistes et curieux se pressaient. Don Hilario apparut impeccable, sourire défiant. « Que répondez-vous aux accusations d'exploitation d'enfants » demanda une journaliste. « Ici, personne n'est forcé » répondit-il. « Cet enfant est venu d'elle-même et a accepté le défi. Je respecte ma parole, quoi qu'il arrive. » Ces déclarations renforçaient son image de dur, symbole pour certains, abus de pouvoir pour d'autres. À l'intérieur, les autorités tentèrent de le faire céder. « Vous mettez en danger la vie d'une mineure », dit une conseillère. « Je propose une opportunité, 10 millions pour qui osera. Si elle échoue, ce ne sera pas ma faute », répondit-il calmement. Les discussions furent vives, mais aucune résolution définitive ne fut trouvée. L'accord final stipulait que la présence d'inspecteurs garantirait des conditions minimales de sécurité. Marina devint malgré elle le centre d'une bataille médiatique. Les reporters campaient dans les rues, certains habitants proposaient tamal et café en échange d'interviews. Dans le refuge, Diego pleurait, inquiet pour sa sœur. Marina le rassura, « Je vais réussir.
Ce cheval n'est pas un monstre. À la hacienda, le contremaître entraînait le cheval avec force, intensifiant sa colère et sa puissance pour le rendre presque incontrôlable. La tension montait, mêlant peur, médias et enjeux humains. Les jours suivants, Marina, accompagnée de Lourdes, observait le cheval attentivement. Elle notait chaque détail. Tension musculaire, douleur éventuelle, posture, anticipant les mouvements de l'animal. Les journalistes commentaient, certains moqueurs, d'autres impressionnés par son courage. Finalement, Marina imposa ses conditions à Don Hilario. 7 jours d'observation avec la vétérinaire, équipement sécurisé, présence des autorités. À la surprise générale, le propriétaire accepta. Le village débattit de cette décision, certains admirant la détermination de la fillette, d'autres doutant de sa réussite. Le premier jour d'observation, Marina s'approcha calmement du cheval, analysant ses gestes et son comportement. Elle comprit que son véritable adversaire n'était pas l'animal, mais la cruauté et la manipulation des adultes autour d'elle. La présence de l'inspecteur et de Lourdes lui donna un peu de réconfort. Chaque jour, elle affrontait le cheval, le regard des curieux et la pression du propriétaire, avec la certitude qu'elle défendait sa dignité et celle de son frère. Le compte à rebours continuait, rapprochant inexorablement Marina de la confrontation finale dans le corral, là où courage et force intérieure seraient mis à l'épreuve face à la puissance du cheval et au pouvoir du propriétaire. Comme un rideau qui aveugle un instant, Marina prit une grande inspiration et entra dans l'arène. Le silence s'épaissit immédiatement. Le contraste était saisissant, la petite silhouette de la fillette face à la puissance déchaînée du cheval. Son cœur battait comme un tambour, mais elle ne s'arrêta pas. Elle se plaça au centre du corral, désarmée, sans fouet ni éperon, seulement avec la selle posée sur le côté et les rênes neuves suspendues. Le cheval la fixait, méfiant, soufflant et tournant en cercle. Le public attendait le choc inévitable. Le contremaître, incapable de se retenir, fit claquer son lasso dans l'air. Le bruit éclata comme un coup de feu. Le cheval se cabra sur ses 2 pattes, hennissant avec rage, sa crinière semblant flamboyer. La foule criait. Marina, elle, resta calme, baissa les épaules et expira lentement. Elle se souvint des instructions de son carnet, ne pas défier, ne pas pousser, attendre. Elle se tint immobile, bras le long du corps, offrant le silence plutôt que la confrontation. Le cheval tomba au sol en tournant, mais ne l'attaqua pas. Il s'arrêta à quelques mètres, haletant, intrigué par la sérénité de la fillette. Le public, surpris, resta silencieux. Il s'attendait à des cris, des courses, des gestes brusques. Au lieu de cela, il y avait une tranquillité étrange. « Allez, bouge !» cria quelqu'un. Marina ne répondit pas, fit un pas lent et tendit la main ouverte sans toucher le cheval. Celui-ci souffla, leva la tête, mais ne recula pas. Ses oreilles se tournèrent vers elle, attentives. Le maître de l'arène observait depuis son estrade, les lèvres serrées, incapable de comprendre ce qu'il voyait. Le contremaître, irrité, leva de nouveau le lasso pour provoquer, mais Lourdes intervint, respectez les règles. Les inspecteurs sont présents. Ces derniers obligèrent le contremaître à reculer. La foule gronda, mais le moment était déjà capturé par toutes les caméras. Marina profita de ce répit pour avancer un autre pas, baisser la tête et murmurer des mots que personne n'entendit. Le cheval agitait la queue et frappait le sol, mais ne l'attaqua pas lentement, elle prit les rênes neuves et s'approcha du flanc de l'animal. Celui-ci tendit ses muscles, prêt à résister, mais Marina ne força pas. Elle effleura seulement le cou avec des doigts doux comme une caresse. Le cheval souffla, perplexe. Le public retenait son souffle. Avec patience, Marina se plaça sur le côté et ajusta lentement la selle. Le cheval frissonna, leva la tête, mais resta calme. La fillette posa son pied dans l'étrier et monta délicatement sur le dos, s'installant quelques secondes. Le cheval bougea légèrement mais ne la fit pas tomber. Elle descendit aussitôt, lâchant les rênes, et leva les mains. La foule éclata en acclamations. Certains fêtaient l'exploit, d'autres étaient sceptiques, mais personne ne pouvait nier ce qu'il avait vu, la petite avait monté le cheval sans violence et sans contrainte. Don Hilario se leva, visage tendu. Ses lèvres tremblèrent un instant, mais le contremaître le retint, ne montre pas de faiblesse, patron. Marina sortit du corral, le cœur battant. Diego cria son nom depuis la barrière, les yeux pleins de larmes et de fierté. Lourdes la serra dans ses bras tendis. «
que les drones captaient chaque angle de la scène. Ce jour-là, il n'y eut pas de spectacle sanglant, mais un moment de vérité qui allait changer l'histoire du village. Le contremaître, furieux, tenta de reprendre le lasso pour effrayer le cheval. Mais les inspecteurs, alertés, l'interrompirent. Le cheval, agité, ne put reprendre sa colère. Marina resta calme au centre de l'arène, bras le long du corps, montrant qu'elle n'était pas une menace. Le public, confus, s'agitait, mais elle resta immobile, suivant les conseils de son carnet. Répondre calmement face à l'agitation et désarmée par la sérénité. Le cheval finit par se rapprocher, haletant mais attentif. Marina posa la main sur son cou, murmurant « Je ne veux pas te faire de mal ». L'animal se détendit et accepta la caresse. Elle monta lentement sur le cheval, sans tirer sur les rênes ni crier, restant en équilibre et caressant le cou de l'animal. Puis elle descendit doucement, laissant tomber les rênes. Le cheval circula dans le corral, mais sans panique, reconnaissant qu'on ne cherchait plus à le contraindre. La foule éclata en acclamations, dont Hilario et le contremaître furent humiliés publiquement. Le cheval fut placé sous de nouvelles conditions, corral spacieux, eau et ombre, soins vétérinaires. Marina continuait de le visiter chaque jour, observant, écrivant dans son carnet et posant parfois une main sur lui. Elle enseigna aux enfants et aux visiteurs que la vraie force réside dans la patience et la compassion, pas dans la violence. Le ranch fut transformé. Les chaînes et les punitions physiques furent interdites et des programmes éducatifs et de bien-être animal furent mis en place. Marina et Diego purent ainsi bénéficier d'une éducation et d'un avenir sécurisé grâce à un fonds de fiducie. La fillette devint un exemple de courage et de respect envers les animaux, sans chercher la célébrité. Le patron, quant à lui, commença sa propre transformation, soutenant des initiatives vétérinaires de manière discrète. Marina grandit, étudia dans une école technique agricole et partagea son savoir sur le soin des animaux, inspirant les générations futures. Son message resta clair. La force ne se mesure pas par la violence, mais par la capacité d'écouter et de protéger. Sous son bras, les chiens la suivaient et murmuraient avec respect. Voilà la jeune fille qui a tout changé. Marina souriait timidement mais avançait sans s'arrêter, consciente que sa tâche ne faisait que commencer. Un avenir différent ne se construisait pas en un jour ni par un seul exploit. Il se forgeait avec chaque geste de respect, chaque animal soigné, chaque enfant qui apprenait à demander où ça fait mal. Dans ce futur, Marina n'était plus l'enfant marqué par la pauvreté. Elle était devenue la voix qui, humblement, montrait que l'écoute pouvait transformer des vies. Les semaines qui suivirent le changement au ranch furent ponctuées de murmures. Même Don Hilario, l'homme le plus dur de la région, fut aperçu près du refuge municipal. Au début, personne ne crut à cette apparition. Sa réputation évoquait autorité et dureté. Pourtant, un matin, sa camionnette blanche se gara devant le portail rouillé du refuge où Diego et des dizaines d'enfants avaient grandi. Le directeur sortit, nerveux, essuyant ses mains sur son pantalon. Les enfants, habitués aux visiteurs bienfaiteurs, s'approchèrent timidement, mais reculaient en reconnaissant le patron. Hilario ne sourit pas. Il marcha lentement dans les couloirs, observant les lits rouillés, les fuites du toit et la cuisine en mauvais état. Chaque recoin témoignait de l'abandon. Il s'arrêta devant un dessin collé au mur, un cheval noir peint maladroitement avec une phrase enfantine « N'aie pas peur ». Il avala sa salive et demanda à parler au directeur. « Faites une liste de vos besoins. Nouveau toit, lit, livres, médicaments, tout sera couvert par moi. » Le directeur, incrédule, hocha la tête. « Vraiment ?»« Oui, vraiment », répondit Hilario calmement. La semaine suivante, les travaux commencèrent. Camions, matériaux, ouvriers, le refuge changea peu à peu. Toit réparé, murs repeints, nouvelles fenêtres, ventilateurs et lits superposés installés. Les enfants observaient, ébahis, le symbole de dureté qu'ils connaissaient agir pour le bien. Diego, parmi eux, sourit pour la première fois depuis longtemps. Ma sœur avait raison, tout peut changer. La nouvelle se répandit rapidement. Les journalistes arrivèrent, curieux d'interroger le patron. D'abord réticent, Hilario finit par accorder une interview. Je confondais brutalité et courage. Je pensais qu'imposer sa force prouvait la valeur, mais une petite fille m'a montré que je me trompais. La vraie force, c'est écouter. Ces paroles firent le tour du pays. Certains doutèrent, d'autres applaudirent, mais tous reconnurent que ce changement était inattendu. Marina écoutait la radio à la clinique,
continuant son travail sans commentaire. Lourdes, sa collègue, la regardait sourire. Même l'homme le plus obstiné avait dû céder à la vérité. Marina baissa les yeux. Peu importait ce qu'on disait, l'important était ce qu'elle faisait. Au coucher du soleil, Marina se rendit au ranch comme chaque jour après l'école. L'air était chaud, chargé de l'odeur du foin sec. Dans le grand enclos, le cheval noir se mouvait librement, sans chaîne ni cri. Marina, son carnet sous le bras, s'assit et commença ses notes. Respiration régulière, écoute attentive, pas de panique, mouvements harmonieux, relâchement court. Le cheval s'approcha calmement, posa doucement son nez sur sa main. Marina sourit, sereine, le combat en valait la peine. Quelques travailleurs observaient, qui aurait cru? Il va seul vers elle. Répondit un autre. Elle ne l'avait pas dompté, elle l'avait écouté. Le soir, Diego arriva en courant. « Sœur, le refuge a de nouvelles fenêtres et de nouveaux livres. » Elle le serra dans ses bras, jetant un œil au cheval, silencieux gardien à ses côtés. « Nous n'aurons plus besoin d'y retourner, mais au moins les autres auront un lieu digne. » Cette histoire rappela à tous que la véritable victoire n'était pas de monter sur un cheval quelques secondes, mais que le courage d'une petite fille avait amené chacun à reconnaître la souffrance des autres. Marina, son carnet à la main, observant et notant, et le cheval libre, symbolisait la leçon finale. La vraie force ne réside pas dans la domination, mais dans la capacité d'écouter. Une fille et un cheval blessés avaient révélé les failles d'un système dur, démontrant que la compassion peut transformer des vies. Si cette histoire vous a touché, laissez un like, partagez la vidéo pour sensibiliser davantage, commentez ce que vous en retenez, et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui rappellent qu'au milieu de l'obscurité, il existe toujours une chance de changer le monde. Acabei de montar toda a teoria física de como eu vou fazer o módulo de descontaminação. Eu vou passar ela para um livro agora. Tá, eu vou escrevendo nas suas costas, peraí. Tá, vamos lá. Projeto da área de descontaminação. Pera. Som... Tá, me dá um minuto aí que eu vou só escrever o projeto da área de descontaminação do gás. E depois de ontem ficou claro que vai todo mundo morrer se a gente não fizer isso. Projeto da área de descontaminação do gás. Quem que é? É o que eu peguei aqui. O Denis quer muito a Terceira Guerra Mundial. Eu tava muito afim de entregar pra ele, mas peraí.